Salut les P1. Alors du coup moi c'est Sophie et je suis tutrice de physiologie au 2e semestre. Donc là je vais vous faire une petite vidéo sur la neuroanatomie, donc plus précisément sur le 2e cours de neuroanatomie que vous avez eu avec le docteur Salo le 15 septembre. Et on va parler un peu d'ostéologie, des étages crâniens, de la clinique avec le syndrome de l'engagement et une 3e et dernière partie avec l'embryologie du système nerveux. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas exclusive sur ce qu'il y a à savoir pour l'examen. Tout ce qui a été abordé en cours peut faire l'objet de questions. L'ostéologie du crâne. En anatomie, pour pouvoir simplifier la description de l'ostéologie, on a séparé le crâne en voûte et en base. Alors, la voûte et la base vont former la boîte crânienne qui va protéger et soutenir les organes neurologiques de façon à pouvoir réagir à l'environnement externe de l'humain. Le docteur Salo dit qu'il y a en gros 3 os qui sont essentiels à la voûte. On a en premier l'os frontal qui va venir dans sa partie antérieure former une partie de la base du crâne, remonter jusqu'à la partie antéro-postérieure de la voûte. C'est ce qui va former votre front. Ensuite, on a l'os temporal qui va délimiter la boîte crânienne latéralement. En gros, l'os temporal, il est à peu près ici, comme ma main. C'est à peu près celui-ci. Et le 3e os majeur de la voûte, c'est l'os occipital. Elle considère aussi qu'il y a 4 grands os qui vont former la base du crâne. En premier, vous avez l'ethmoïde sur ce 2e schéma, tout devant, donc dans la partie qui est en violet. En arrière de l'ethmoïde, on va trouver l'os sphénoïde. Alors, l'os sphénoïde, le docteur Salo le compare à un papillon. D'autres anatomistes le comparent aussi à une chauve-souris parce qu'il a une organisation très spéciale et il est très central dans le crâne. Il est en vert ici. Et je vous ai mis une petite photo du sphénoïde. Alors, le sphénoïde, il faut savoir qu'il est formé de 4 paires d'ailes. Donc 2 petites et 2 grandes d'un corps et d'une partie convexe qu'on appelle la selle turcique qui va venir recueillir l'hypophyse que vous pourrez peut-être revoir en anatomie tête et cou un petit peu plus tard. Donc vous avez les 2 petites ailes en rose ici, les 2 grandes en verte, le corps qui est central en violet et en arrière de lui l'espèce de petit creux comme ça pour recueillir l'hypophyse. Le 3e os pour la base du crâne, l'os frontal, par sa partie la plus antérieure, va venir commencer la base du crâne pour ensuite remonter et former le front. Et le 4e os de la base du crâne, l'occipital, qui va former une espèce de corbeille dans la partie postérieure de la base du crâne et la partie postérieure de la voûte, pour recueillir le tronc cérébral en avant et le cervelet en arrière. Bien évidemment, les os peuvent, comme on l'a vu avec le frontal et l'occipital, faire partie aussi bien de la voûte que de la base et du massif facial, par exemple, pour le sphénoïde qui fait partie aussi du massif facial. Donc il n'y a aucune catégorie exclusive. Ensuite, les étages crâniens. Alors il faut bien comprendre que la base du crâne, c'est pas juste une ligne rectiligne, ça ne l'est pas du tout. Vous avez toute cette ostéologie là qui va former des reliefs pour pouvoir séparer en fait le crâne en 3 grandes parties qu'on appelle les étages crâniens. Et en fait on le voit très très bien sur cette coupe paramédiane du docteur Salo. On va avoir 3 étages dans le crâne, d'avant en arrière, mais aussi de haut en bas. On va avoir un étage antérieur, un étage moyen ou fosse cérébrale moyenne et la fosse cérébrale postérieure. Et tous ces étages vont venir soutenir une partie du système nerveux central. Donc il faut vraiment voir votre boîte crânienne comme un escalier.
Et la première marche de l'escalier, ça va être la petite aile de l'os sphénoïde qu'on avait vu tout à l'heure en rose. Et la deuxième marche de l'escalier, ça va être le rocher de l'os temporal. Si on reprend le schéma de la base du crâne, on voit bien l'os temporal qui est ici en bleu, donc dans sa partie convexe dans la voûte du crâne, et le rocher qui est ici en marron. Le rocher, c'est une expansion qui va venir en dedans de la boîte crânienne et qui va former un peu une espèce de petite barrière. Et ça va être cette deuxième marche de l'escalier pour séparer l'étage moyen de l'étage postérieur. Ensuite, alors, le syndrome de l'engagement. Le syndrome de l'engagement, c'est en fait une situation qui va être retrouvée après un événement tel qu'un hématome extradural, donc en dehors de la dure mère, un œdème ou une fracture d'un des os de la voûte. En fait, ces événements vont créer une surpression dans la boîte crânienne. Or, la boîte crânienne, ce sont des os qui sont assemblés entre eux et à l'âge adulte, ce sont des synostoses que vous avez vu avec le professeur Hamel. Donc, la boîte crânienne est inextensible. Et il faut savoir aussi que dans le crâne, on retrouve 3 grands compartiments. Le premier compartiment, le compartiment neurologique avec bien sûr les organes neurologiques. Le deuxième compartiment qui est le compartiment liquidien avec le liquide céphalorachidien qui va venir occuper tous les espaces libres et baigner le cerveau. Vous allez le revoir beaucoup plus précisément avec le professeur Péréon en physiologie. Et le troisième compartiment et dernier compartiment, le compartiment vasculaire avec des éléments artériels mais aussi veineux, avec le sinus veineux qui est au niveau de la faute du cerveau, je vous rappelle. Et donc, tous ces compartiments vont aussi être inextensibles. On ne va pas rétrécir l'espace qui est donné au cerveau, c'est pas possible. Or, comme on a dit, on va avoir une surpression. Et pour rétablir une pression un peu plus normale dans ce genre de situation, le but, ça va être de libérer de l'espace. Et comme on l'avait vu dans la base du crâne, il y a le l'os occipital avec le foramen magnum, qui est le plus grand foramen du crâne. Et donc, les organes vont tendance à vouloir descendre en direction du foramen magnum pour relibérer de la place, délibérer de la place, pour que le cerveau puisse quand même reprendre un espace normal et donc ne pas être en surpression. Et en fait, cette descente, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Ici, le docteur Salo, sur son dessin, avait présenté l'exemple de l'hématome extradural avec un engagement du lobe temporal et il va venir descendre et passer de l'autre côté du crâne, donc en controlatéral. C'est pour ça qu'on disait que c'était un engagement sous-falcoriel parce qu'il passait sous la faute du cerveau. C'était un exemple. Mais on a aussi des engagements du tronc cérébral. Il faut juste comprendre que l'engagement, c'est une descente des organes vers le bas pour relibérer de la place dans une situation de surpression. On va passer maintenant à l'embryologie. Donc le docteur Salo vous montre 4 coupes axiales au niveau du corps de l'embryon pour vous expliquer un petit peu la mise en place du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Alors, tout d'abord, le système nerveux central, c'est le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle spinale. Le système nerveux périphérique, ce sont vos nerfs, qu'on va revoir un peu après et ça va prendre du sens. On commence par le premier schéma qui est à G+12. Donc vous savez que votre embryon, c'est 3 feuillets, l'épiblaste, le mésoblaste et l'orthoblaste, qui vont chacun donner des organes et des tissus spécifiques aux feuillets embryonnaires d'origine. Et ici, dans le cours de neuroanatomie, on va s'intéresser plutôt à l'épiblaste, au mésoblaste axial et à l'orthoblaste.
Alors, on voit que petit à petit, l'épiblaste va s'épaissir, puis donner une gouttière neurale. Tout ça par l'induction de la corde. La corde, c'est le petit point noir ici. Ça va être une induction de la corde sur l'épiblaste. Vous voyez aussi que le mésoblaste axial s'organise en somites. Les somites, ce sont les précurseurs des vertèbres. Pour pouvoir venir entourer et protéger la corde qui donnera le nucleus pulposus au niveau du corps vertébral. On voit aussi que le feuillet entoblastique se développe petit à petit pour pouvoir donner le viscère correspondant. Sur le dernier schéma, on voit que cette gouttière neurale s'est détachée de l'épiblaste et est devenue ce qu'on appelle le tube neural. Le tube neural, c'est le précurseur, c'est ce qui va donner la moelle spinale qui fait partie du système nerveux central, mais au niveau corporel. Donc on n'a pas que du système nerveux central dans la tête, il y en a aussi dans le corps. Or, comme je vous l'ai dit, les nerfs vont constituer le système nerveux périphérique. Et donc du coup, les nerfs vont devoir faire cet intermédiaire de communication entre les stimuli externes et la réception d'informations vers le cerveau. Et donc c'est pour ça que le tube neural va donner des expansions nerveuses efférentes, des nerfs efférents en direction des organes et des muscles qui vont innerver, et des nerfs afférents qui proviennent des organes, etc., vers la moelle. Et c'est pour ça qu'on parle bien d'un système nerveux, parce qu'on a une mise en relation avec des tissus qui vont être d'origine épiblastique, donc là le système nerveux central avec la moelle, mais avec des tissus mésoblastiques avec les muscles par exemple, mais aussi les viscères. Donc il faut bien comprendre que le tube neural ne se développe pas de façon isolée. Il va vraiment se développer avec les autres organes issus des autres feuillets. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la métamérisation. La métamérisation, c'est une organisation segmentaire de la moelle spinale en métamères. Et il faut absolument retenir qu'il y a autant de métamères que de vertèbres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait le docteur Salo, votre corps va être subdivisé comme des petites tranches de saucisson. Et chaque tranche va correspondre à un groupe d'organes, à une partie précise de la peau qui va être innervée par une racine correspondante. Donc c'est ça, la métamérisation. Donc on va faire maintenant le parallèle avec l'asynchronisme de croissance. Alors, vous voyez que au départ, vous avez votre fœtus ou votre embryon, et à ce stade-là de la vie, la moelle spinale fait la même longueur à peu près que la colonne vertébrale. Et donc, du coup, les racines nerveuses sortent toujours en face de leurs vertèbres correspondantes pour pouvoir respecter cette notion de métamère. Et c'est respecté quand on est à l'état d'embryon ou de fœtus. Les racines sortent en face. Or, quand on va grandir, la colonne vertébrale va grandir beaucoup plus rapidement en longueur par rapport à la moelle. La moelle fera à peu près 45 cm de longueur maximum à l'âge adulte. Ce qui fait que la moelle va s'arrêter beaucoup plus tôt que le canal rachidien. Ce qui fait qu'on va avoir les premières racines nerveuses qui vont être très horizontales pour pouvoir innerver leur métamère. Mais dès l'étage thoracique, les racines nerveuses vont petit à petit se verticaliser pour pouvoir sortir en face de leur vertèbre correspondante qui va être en fait plus basse que le segment de moelle correspondant à la vertèbre. Et ainsi de suite jusqu'à l'étage lombaire. Et ce qui fait qu'on va passer donc de racines nerveuses très horizontales à des racines nerveuses verticales. Donc voilà, c'est ça l'asynchronisme de croissance, c'est un décalage de longueur qui fait que les racines les plus caudales vont devoir avoir un trajet plus long et plus vertical pour arriver à leur métamère.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu comprendre peut-être des choses qui étaient un petit peu plus floues. Je vous souhaite un bon courage et un bon travail pour la suite.